On est actuellement dans le système de drainage qui relie la ville mexicaine de Ciudad Juárez à El Paso au Texas. Des migrants du monde entier affluent vers la frontière, espérant accéder au rêve américain. Des centaines de personnes qui n'ont pas de quoi payer le cartel pour la traversée vivent dans un camp de tentes sur les rives du Rio Grande. Mais il y a un autre accès. T'es sûr que ça va marcher? Je veux dire, le code. J'espère que oui, ça m'a coûté une fortune. Bon, le plus dur est fait. Tu sais, j'en suis pas si sûr. Bien, aujourd'hui, on va parler de l'une des routes les plus prisées des clients VIP des cartels mexicains et de ce que représente vraiment la traversée. Mais chaque chose en son temps et avant tout, bien sûr, un café. Et un rappel discret de faire ce petit quelque chose sous la vidéo au cas où vous oublieriez. Commençons peut-être par les tunnels. Ils se divisent en 3 catégories: rudimentaires, interconnectés et sophistiqués. Les tunnels rudimentaires sont courts, peu profonds et basiques. Ils ressemblent plus à des terriers de marmotte qu'à de vrais tunnels. De simples chemins creusés sous une clôture frontalière. Ils servent à faire passer des gens et de la drogue, disons sur de courtes distances. Les tunnels interconnectés sont plus complexes. Ces tunnels sont connectés au système d'approvisionnement en eau ou aux égouts. Et oui, ils sont aussi utilisés pour la contrebande, c'est même pour ça qu'on les creuse en premier lieu. Enfin, il y a les tunnels sophistiqués qui sont bien différents. Ils sont beaucoup plus longs, vont plus profondément et leur construction demande beaucoup d'efforts. Généralement, le terme sophistiqué désigne des tunnels équipés de rails et de chariots, d'éclairage et de ventilation. Quand on est entré, j'ai cru qu'on allait étouffer. Dieu merci, il y a une ventilation. Ne te réjouis pas trop vite. C'est quand même tendu. Ces tunnels ne sont plus utilisés pour faire passer des gens, sauf les membres haut placés des cartels, car plus il y a de personnes qui s'en servent, plus ils risquent d'être découverts. Ils sont donc destinés à transporter les cargaisons les plus lourdes, dont des tonnes de drogue. Et on va pas s'intéresser aux tunnels sophistiqués, et encore moins aux terriers de marmotte. Les tunnels interconnectés portent ce nom pour une bonne raison, ils sont reliés au système d'égout et de drainage d'El Paso. C'est ainsi que migrants et contrebandiers, apparemment, atteignent les banlieues américaines. Oui, ces infrastructures traversent la frontière et elles sont bien pratiques. Elles sont ventilées et elles permettent un accès facile à la ville. Il arrive que les entrées de tunnels soient cachées sous les planchers de bâtiments, maisons ou entrepôts, ce qui les camoufle efficacement. Personne n'est surpris de voir des gens entrer ou sortir d'un entrepôt. De plus, les sorties sont souvent situées dans des zones peu peuplées, comme des complexes industriels, et les migrants sont souvent déplacés la nuit. Enfin, ces tunnels ne sont pas de simples passages creusés d'un point A à un point B, reliant un égout à un autre. Il s'agit de systèmes complexes, de véritables réseaux avec de nombreux couloirs et plusieurs sorties. Les couloirs ressemblent à ça, des poutres soutenant les murs et le plafond, une ventilation artisanale, un éclairage faible et tout juste assez d'espace pour permettre le passage. Écoute, j'ai la trouille, vas-y en premier. J'espère qu'une fois sorti, j'arriverai à oublier tout ça. Cependant, certains tunnels ressemblent plus à des villes souterraines qu'à de simples passages. On peut y trouver des bureaux, des conduits de ventilation, des caches d'armes et des rails, comme je l'ai déjà dit. Il y a aussi des hôtels pour prier et même des magazines pour adultes traînant par terre. Bref, on y trouve de tout, ce qui est logique car toutes sortes de personnes utilisent ces passages. Et ils ont une chose en commun, tous ces tunnels sont destinés aux migrants dits riches qui veulent atteindre les États-Unis. Par exemple, certains servent à faire passer des gens venus de Chine, d'Asie du Sud-Est ou d'Europe. Des gens qui peuvent débourser de grosses sommes pour pénétrer illégalement dans le pays. Certes, de tels migrants sont rares, mais ils existent. Il s'agit donc de gérer un petit nombre de personnes, mais en les faisant payer cher. Et les migrants sont toujours prêts à payer. En fait, les cartels préfèrent gérer peu de personnes à la fois, car plus il y a de traversées, plus les tunnels risquent d'être découverts. Les grands groupes se composent de migrants économiques, des gens qui quittent leur pays à la recherche de meilleures opportunités. Vous savez, des emplois mieux payés, de meilleures conditions de travail, un niveau de vie plus élevé. Mais ces tunnels ne leur sont pas destinés. Les migrants économiques, qui viennent souvent d'Amérique latine, n'ont pas les moyens.
Il y a encore d'autres clients potentiels venant de zones terroristes. Ceux-là ont tout intérêt à ne pas se faire prendre. Bien sûr, il ne s'agit pas forcément de criminels. Chaque mois, le cartel de l'Alinéa fait passer plus de 1000 migrants dont beaucoup sont assez aisés. D'autres cartels font de même. Maintenant, essayons de remonter à la source d'un tunnel. Tout commence par la publicité. D'après les agences de presse de Ciudad Juárez, les contrebandiers font la promotion du passage par tunnel sur les réseaux sociaux. J'ai une idée pour rentrer aux États-Unis, mais ça va coûter cher. Ça va, j'ai de quoi payer. Cependant, certains experts doutent de cette affirmation. Pour une bonne raison, un tel tunnel est précieux, c'est une source de revenus fiable et de revenus conséquents. Il serait idiot de le promouvoir de manière incontrôlée. On ne peut pas se permettre d'acheter des espaces publicitaires et de laisser des vidéos montrant le tunnel apparaître dans les fils d'actualité des gens. Ce serait trop risqué, aucun homme d'affaires avisé ne ferait ça, et les cartels ont prouvé plus d'une fois qu'ils maîtrisaient leur sujet. Ainsi, tout dans ce monde souterrain fonctionne avec un code que les cartels donnent à leurs clients VIP. Ils payent, ils obtiennent le code, après quoi ils se sentent en sécurité. Enfin, relativement. On ne peut pas vraiment être en sécurité quand on traite avec un cartel. Ce code indique avec quelle agence de voyage du cartel le migrant travaille, ainsi tout le monde, des policiers locaux aux gangs criminels rivaux, sait que cette personne est sous protection. Elle n'a qu'à montrer le code et elle peut passer. Le code est d'une importance extrême car sans lui, à certains endroits, on peut même pas traverser la rue. Mais une fois qu'on a obtenu un code, bon, maintenant quoi? Ils m'ont envoyé les instructions. Ils disent qu'il faut aller à l'entrée du tunnel et se diriger vers l'ouest. Je suppose qu'il n'y aura personne pour nous accueillir. Aucune idée. C'est la nouvelle tendance en matière de contrebande de migrants. Des groupes qui ont payé leur passage partent seuls, sans guide. Oui, ils s'enfoncent sous terre pour traverser la frontière en utilisant la technologie GPS. Les migrants reçoivent un téléphone avec une appli qui comporte un itinéraire détaillé depuis le départ jusqu'à la sortie. Parfois, le cartel peut aussi avertir les migrants de la présence d'agents fédéraux via la même appli. Ces agents sont vraiment à éviter, contrairement aux policiers locaux. Certaines sources disent que les gangs qui gèrent la traversée opèrent avec le soutien des autorités. C'est confirmé par des interviews de migrants et de hauts fonctionnaires. Tout repose sur un système de pot de vin. Le cartel paie les fonctionnaires mexicains en charge de l'immigration qui transmettent les ordres à la police locale. Des enquêtes ont montré que la garde nationale du Mexique et les autorités migratoires elles-mêmes livrent des migrants au cartel et vendent des permis qui permettent aux gens de traverser légalement le pays. En d'autres termes, les autorités fédérales sont impliquées non seulement dans le commerce d'informations, mais aussi dans le commerce de personnes. Un membre des forces de l'ordre renseigne le cartel sur une cible et bientôt la personne en question est kidnappée par un groupe criminel. La police locale fait la même chose. Elle est d'ailleurs considérée comme un élément clé de la contrebande de migrants à Ciudad Juárez. Et les policiers ne se contentent pas de renseigner les cartels, ils kidnappent eux-mêmes des migrants qu'ils retiennent dans des maisons sécurisées. Parfois, ces dernières se trouvent juste à côté de là où vivent les officiers, autant dire que les policiers n'ont pas peur de se faire prendre. Les gens sont ainsi enfermés jusqu'à ce qu'ils indiquent le montant qu'ils sont prêts à payer. Alors la traversée de la frontière a lieu. D'autres migrants qui ont signé un contrat avec le cartel pour des services VIP sont kidnappés et retenus dans des maisons sécurisées pendant que leurs proches rassemblent l'argent nécessaire. Cependant, la police ne se contente pas d'enlever des gens. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais c'est comme ça. La police organise et parfois procède au transport des migrants des refuges jusqu'au tunnel. Ils les chargent dans des voitures et ils les conduisent à l'endroit voulu, en prenant soin d'eux à leur manière. En général, ça consiste à les protéger d'un enlèvement par un autre cartel. De plus, les policiers corrompus fournissent une couverture aux contrebandiers pour qu'ils puissent se rendre à El Paso. Le prix de ce service illégal est de 515 € par migrant et tout va dans la poche du chef de la police. Mais même après que les migrants ont payé, obtenu un code et pénétré dans le tunnel, ils font encore face à d'énormes risques. Entre autres, crotales, insectes, rongeurs et chaleur, une chaleur brutale. Notre planète se réchauffe, mais dans ces régions, il fait régulièrement plus de 35 degrés Celsius depuis des années.
Et même si, comme je l'ai dit, les tunnels sont ventilés, ils n'ont pas la clim. Or ces tunnels sont trop étroits et pas assez profonds pour procurer une réelle fraîcheur. Y demeurer est donc presque insupportable. Mec, il n'y a pas d'air du tout ici. Arrête de te plaindre, t'es pas le seul à te sentir mal. Et alors quoi, je devrais me taire? C'est quoi ça? Oui, il y a aussi des serpents. Dans la région de San Diego, où il y a le plus de tunnels, les serpents sont partout, même en pleine ville. Et parmi ces serpents, il y a des espèces venimeuses et dangereuses. Par exemple, une morsure de crotale de l'Ouest ou de crotale rouge nécessite des soins médicaux urgents. Mais où trouver ça au milieu d'un tunnel illégal? Et sans aide, l'issue peut être fatale. De plus, les serpents rampent volontiers dans les tunnels. Sous ces climats chauds, ils sont attirés par l'eau, qui est abondante dans les tunnels d'égout. On peut rien y faire, même dans les passages réservés aux VIP. Vous avez maintenant une idée du tableau. Un tunnel étroit où on doit affronter serpents, température élevée et manque d'air. De plus, des gaz toxiques inodores peuvent s'infiltrer, ce qui augmente encore le risque. Oui, ces passages souterrains ont beau sembler sûrs et fiables, c'est une illusion. En réalité, les tunnels peuvent s'effondrer à tout moment. Et puis, ils sont connectés au système de drainage d'El Paso, ce qui signifie qu'ils peuvent aussi être inondés, faisant encore plus de victimes. Mais des migrants parviennent tout de même à traverser les tunnels et à en ressortir sains et saufs. Et après ? Faut vraiment qu'on entre là-dedans? Ouais, les instructions disent qu'après, ils nous emmèneront dans un endroit sûr. J'espère qu'il n'y a pas de serpent là-dedans. En général, le groupe de migrants est accueilli par des membres du cartel et emmené dans une maison sécurisée avant d'être déplacé à nouveau plus tard. Si tout se passe bien, les autorités américaines et mexicaines s'accordent à dire que ces maisons sécurisées servent parfois à retenir les gens contre leur volonté. L'objectif est toujours le même, extorquer de l'argent, cette fois aux familles des malheureux qui sont forcés de payer des milliers d'euros en échange de la vie des migrants. Ces maisons sécurisées existent partout aux États-Unis et leur fonctionnement, bien sûr, se fait aussi discrètement que possible. Contrairement au côté mexicain, là-bas, on essaie de ne pas attirer l'attention des forces de l'ordre. Les fenêtres sont bouchées et les voitures chargent ou déchargent les migrants dans le garage. En général, tout est très discret et passe inaperçu. Parfois même, les voisins ne soupçonnent même pas que des migrants vivent à côté, car ils sont rarement autorisés à sortir. Évidemment, les gens du coin peuvent devenir suspicieux en voyant sans cesse de nouveaux visages, mais le plus souvent, ça se limite à ça. Les migrants sont rarement autorisés à sortir. On prend leur téléphone et leurs papiers, et les conditions de vie dans ces maisons sont si horribles qu'elles ne diffèrent pas beaucoup des tunnels. Enfin, il n'y a pas de serpents, mais il n'y a pas plus de nourriture ou de soins. Les gens ne peuvent ni s'échapper, ni faire quoi que ce soit d'autre. Dans la plupart de ces maisons, on traite les migrants très durement et il n'y a personne pour les protéger. J'ai failli oublier le plus intéressant. Combien paient les gens qui risquent leur vie pour finir dans des conditions aussi horribles? Préparez-vous à être surpris. Une enquête de 2024 a montré que les cartels facturent entre 8 600 € et 10 300 € la traversée en tunnel VIP. Par personne. À titre de comparaison, en moyenne, 1 kilo de cocaïne rapporte à un cartel 1 300 €. Pas étonnant que ces groupes se tournent de plus en plus vers la contrebande de personnes. De plus, beaucoup de gens veulent traverser la frontière, il en arrive toujours. J'ai pas besoin de vous dire que de nombreux pays d'Amérique latine souffrent d'instabilité politique. Beaucoup de leurs habitants essaient d'atteindre les États-Unis. C'est leur seule chance d'échapper à la pauvreté et de garder un espoir pour l'avenir. Et là où il y a de la demande, il y a de l'offre. La situation ne fait qu'alimenter encore plus les gangs criminels de la frontière américano-mexicaine. Au fait, si ces 10 300 € vous semblaient déjà une grosse somme, dites-vous qu'il y a pire. De 21 500 à 26 000 € pour le passage VIP. Serpents, gaz toxiques, chaleur étouffante et risque d'effondrement compris. Un contrebandier a même dit aux médias que les migrants chinois paient jusqu'à 65 000 €. Oui, toujours par personne. Les criminels ont donc adopté une nouvelle source de revenus principale qui pendant longtemps était le trafic de drogue. Maintenant, 60 à 70% de leur attention se porte sur la contrebande de migrants et il y a énormément d'argent en jeu.
Au premier trimestre de 2024, les transferts d'argent dans des villes comme Ciudad Juárez ont doublé, atteignant 77 millions d'euros. À titre de comparaison, en 2015, les transferts étaient d'environ 34 à 52 millions d'euros. Et bien sûr, pour maintenir tout ça en fonctionnement et générer d'énormes profits, il ne suffit pas de soudoyer des fonctionnaires. Les tunnels doivent être dissimulés du côté américain. Chaque année, les cartels mexicains trouvent de nouveaux moyens de couvrir leurs traces. Par exemple, en déguisant les tunnels avec des couvertures, comme de faux magasins, ou des hangars tout à fait anodins, ou encore des trappes camouflées dans le sol. Les agents frontaliers doivent toujours être sur le qui-vive, car les contrebandiers travaillent vite. Un terrain qui semble intact peut se révéler être la sortie d'un tunnel. Il peut être caché sous des ordures ou même sous un buisson planté là exprès. Plus les autorités cherchent ces tunnels, plus les cartels font preuve d'intelligence et de créativité. Dans certaines maisons, il y a même de faux planchers à ouverture hydraulique qui abritent des passages. Il est aussi possible de sceller la sortie avec du béton et de la peinture après chaque utilisation. Ça demande de l'énergie et du temps, mais vu les profits que le cartel tire des migrants illégaux, ça en vaut la peine. Tout a commencé, curieusement, avec le baron de la drogue, Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo purge maintenant une peine de prison à vie, mais à l'époque, il était le criminel le plus puissant du Mexique. Le tout premier tunnel sous la frontière a été construit spécifiquement pour lui. Son créateur, l'architecte Felipe de Jesus Corona, a ensuite été condamné à 18 ans de prison, pas pour le tunnel, mais pour trafic de drogue et contrebande. Quant à son œuvre, elle mesurait 61 mètres de long, l'entrée comportait un système hydraulique et elle était cachée par une fausse vanne. Ce tunnel creusé sous une table de billard dans la maison de l'avocat d'El Chapo était l'un des premiers systèmes de transport aussi élaborés du cartel du Pacifique de Guzmán. Pendant la présidence de Felipe Calderón de 2006 à 2012, plus de 100 tunnels ont été découverts, 2 fois plus que les 15 années précédentes. Les autorités pensent que les constructeurs, membres du cartel du Pacifique, ont amélioré leur technique et fait appel à des équipes bien formées pour que les tunnels soient discrets, fiables et génèrent des revenus réguliers. Ma foi, le cartel a clairement atteint son objectif. En fait, le tunnel original d'El Chapo est maintenant utilisé par la patrouille frontalière pour former ses agents. Il est entièrement bétonné et longe la rue. Il prend fin dans une maison du côté mexicain et en 1990, il se terminait directement dans le salon. Dans le cadre de leur formation, les agents descendent dans le tunnel avec des cordes à 9 mètres de profondeur, équipés de matériel pour vérifier les niveaux d'oxygène, d'humidité et d'eau. Ensuite, à l'aide d'une échelle, ils atteignent la petite pièce qui n'a pas changé en 17 ans. Même si le tunnel est solide, ça reste un bon test pour les membres de l'équipe, dont certains souffrent de claustrophobie ou de vertige. Ils ont peur de descendre sous terre. Bien sûr, tous les tunnels ne sont pas aussi beaux que celui d'El Chapo. En général, le type de tunnel dépend du sol de la région. Comme je l'ai dit, les tunnels les plus simples sont construits grossièrement et ne sont pas destinés à aller loin. Ils ne comportent ni support, ni machinerie, ni électricité, ni ventilation. Les tunnels interconnectés relient une section spécialement construite à une infrastructure existante. Et la nouvelle section est souvent construite grossièrement, quoique solidement, avec éclairage, ventilation et un semblant de poutre de soutien. Enfin, les tunnels complexes comportent structures de soutien, ventilation, électricité, chemin de fer ou pompe à eau et ils permettent de transporter de grandes quantités de drogue, de personnes, d'argent liquide ou d'armes à feu. Ils relient des maisons privées ou des entrepôts aux États-Unis et au Mexique. Construire un tel tunnel demande plus de temps, d'argent et de main-d'œuvre. Une telle structure ne se construit pas à la pelle et à la pioche. Il faut des équipements de construction pouvant fonctionner pendant longtemps et au grand jour. C'est pourquoi il est impossible que personne du côté mexicain ne soit au courant de la construction d'un tunnel dans ce genre-là. Ça demande des gens et du matériel. Il n'y a pas moyen de faire autrement. De tels tunnels ne sont pas creusés par quelques personnes au milieu de la nuit, c'est un véritable projet de construction. Et puis, creuser un tunnel signifie extraire des tonnes de terre, de boue et de rochers, et il faut bien en faire quelque chose, s'en débarrasser. Bref, outre les patrouilles de police, les services de voirie et la compagnie d'électricité devraient remarquer tout ce remue-ménage. Mais comme vous l'avez compris, personne ne fait rien. Enfin, les cartels tentent tout de même d'être discrets.
Par exemple, les tunnels débouchent souvent à Otay Mesa, un quartier de Californie où le sol argileux est parfait pour creuser. Plus il est facile de creuser, plus le travail est fait rapidement et moins il attire l'attention. Mais il est évident que les constructeurs de tunnels complexes sont des pros, pas seulement à cause de la taille des passages, mais aussi parce qu'il faut étudier le sol pour éviter qu'il ne s'effondre. Et ils savent manipuler des équipements lourds. Par exemple, des machines capables de percer un petit trou dans le sol et de construire un tunnel en dur sans l'aide d'aucun ouvrier. Mais ce genre d'équipement n'est pas bon marché, il coûte entre 43 000 € et 65 000 €. C'est le bon moment pour se rappeler combien d'argent les cartels tirent de ces tunnels. Ça explique pourquoi les criminels ont des ressources presque illimitées. Certains pensent que les cartels emploient maintenant des foreuses de petite taille pour creuser plus rapidement. Ces foreuses sont faciles à cacher dans des entrepôts et elles n'attirent pas l'attention de la police. Certes, en théorie, il est possible de suivre la piste car seules quelques entreprises fabriquent ces foreuses spécialisées. Mais les vendeurs de foreuses l'affirment, il est très difficile de savoir qui travaille pour un cartel. Si ces gens ont une carte de visite d'une compagnie pétrolière et qu'ils me disent qu'ils veulent construire un oléoduc, comment suis-je censé deviner leur véritable but ? Disent les vendeurs. Ma foi, c'est difficile à contester. Oh, encore une chose. Parfois, les tunnels pour migrants sont creusés par les migrants eux-mêmes. Pas volontairement, bien sûr. En 2013, des migrants ont été sauvés d'un tunnel en construction où ils avaient été forcés de travailler pendant plusieurs mois. Les victimes ont raconté à un journal mexicain qu'ils avaient été livrés à un criminel local connu sous le nom de Juanito, qui les gardait dans un entrepôt situé à seulement 180 mètres d'un poste de contrôle frontalier américain. La plupart des ouvriers avaient été abusés. Évidemment, on leur avait promis de l'aide pour traverser la frontière, mais en fin de compte, ils se sont retrouvés esclaves. Mais le plus souvent, les tunnels sont creusés par des spécialistes engagés par les cartels. Les ouvriers sont très mal payés et ils sont parfois forcés de rester sur place jusqu'à ce que le travail soit terminé, dans les tunnels ou à proximité. C'est une précaution pour qu'ils ne révèlent pas l'emplacement du passage secret. Si ça se produisait, le cartel pourrait perdre entre 700 000 et 850 000 €. Ça semble être une somme énorme, mais pour ces puissants cartels, c'est de l'argent de poche. Si les tunnels fonctionnent bien, ils permettent de transporter assez de marchandises en une journée pour couvrir les coûts de construction. Quant au nombre total de tunnels, depuis 1993, plus de 95 ont été découverts rien que dans la région de San Diego. Mais c'est la région où on en construit le plus. Le long de la frontière, au 30 septembre 2015, 183 tunnels transfrontaliers illégaux avaient été découverts aux États-Unis depuis l'année 1990. 10 ans ont passé depuis, et je parie que le nombre a atteint 200, peut-être même plus. La majorité d'entre eux se trouvent en Arizona, où les contrebandiers exploitent les tunnels de drainage souterrains de la ville de Nogales, et en Californie. Là, dans la zone industrielle de San Diego, le bruit de la construction attire moins l'attention. Chaque tunnel est unique, et naturellement, aucune norme ne régit leur construction. Mais en se basant sur les tunnels découverts, on peut se faire une idée générale. Prenons par exemple ce tunnel entre Tijuana et Otay Mesa, découvert en avril 2025, alors qu'il était encore en construction. Un tunnel tout neuf. Alors, à quoi il ressemble ? Sa longueur totale est de 890 mètres, dont 300 mètres côté États-Unis. La hauteur à l'intérieur est d'un peu plus d'1 mètre pour une largeur de 71 cm. Vous imaginez à quel point c'est exigu, et ce tunnel plonge à 15 mètres sous terre, à son point le plus profond. Il passe sous une partie du port d'Otay Mesa et selon la police, il était censé déboucher près ou à l'intérieur d'un entrepôt à San Diego. Mais le tunnel a été découvert. À vrai dire, ces 890 mètres n'en font pas le plus long tunnel jamais trouvé. Celui-là s'étendait sur 1,3 km. Sa sortie, bloquée par des centaines de sacs de sable, a également été trouvée dans un quartier d'entrepôt à San Diego. Ce tunnel record possédait une profondeur moyenne de 21,30 m hors de portée du mur frontalier. Fait intéressant, ce tunnel n'était pas seulement plus long, il était aussi plus confortable que celui récemment découvert. 1,70 m de hauteur et 61 cm de large. Pourtant, malgré sa profondeur et les efforts déployés pour cacher le passage aux forces de l'ordre, il a été découvert.
Mais ça n'a pas été facile. Comme je l'ai dit, les tunnels de contrebande transfrontalière sont déguisés en magasins ou en entrepôts. C'est ce qui les rend si difficiles à trouver, sans parler de les détruire. La plupart du temps, c'est le facteur humain qui est la clé. Les policiers attrapent une personne liée au tunnel, même indirectement, et ça leur permet d'orienter les recherches. Informateurs, voisins et témoins occasionnels sont souvent fiables, mais la technologie joue aussi un rôle. Oui, on parle de capteurs sismiques, de radars pénétrant le sol, ce genre d'instruments. Ils complètent les repérages de terrain, mais ils fonctionnent mal à cause des interférences et des problèmes d'ordre géologique. C'est pourquoi les enquêteurs américains surveillent qui possède ou loue des entrepôts dans la région d'Otay Mesa à San Diego. Si un propriétaire ou un locataire procède à des transactions suspectes et d'un montant conséquent, il pourrait bien participer à des opérations de contrebande de personnes. Les enquêteurs visitent aussi des entreprises et ils demandent aux employés de signaler tout signe de construction, équipement et tas de terre, bruit de marteau-piqueur, allées et venues à des heures inhabituelles. Tout ça porte ses fruits. La technologie progresse aussi et parfois on découvre des tunnels à l'aide de drones. Mais il y a une autre méthode pour les repérer, avec l'aide des autorités mexicaines. C'est ainsi que ça s'est passé pour le tunnel de 1,3 km. D'abord, son entrée a été trouvée au Mexique, dans la zone industrielle de Tijuana. La patrouille frontalière américaine l'a cartographié, elle a percé un trou et elle y a descendu une caméra pour déterminer la direction. C'est ainsi qu'on a localisé la sortie. Quand les autorités trouvent un tunnel, elles procèdent à son scellement. Peu importe le type de tunnel, où il passe et s'il est connecté à un égout, c'est un accès illégal qui doit être bouché. Le même sort attend le tunnel trouvé en janvier 2025. D'après les estimations officielles, sa construction a pris au moins 1 an. Au fait, pour que vous compreniez bien à quel point ces tunnels sont un problème courant, sachez que la patrouille frontalière américaine dispose d'une unité dédiée. Entre eux, ses membres se surnomment rats de tunnel, mais sans moquerie. En patrouillant, les agents tombent parfois sur des terriers de marmottes. Comme ces tunnels sont rudimentaires, ils sont faciles à repérer. Dès qu'un tunnel est trouvé, les rats de tunnel y entrent. C'est un travail très dangereux car les murs peuvent s'effondrer. Comme je l'ai dit, ils ne sont presque jamais étayés. À l'intérieur, les agents cartographient les tunnels, puis ils les remplissent de béton. Ils bétonnent chaque tunnel qu'ils trouvent, et du côté américain, on fait ça depuis 2007, presque 20 ans maintenant. Tout ça pour que les contrebandiers ne puissent pas réutiliser leurs accès. Au Mexique, l'approche est plus clémente. On scelle les tunnels, mais on ne les remplit pas de béton. Selon les autorités, les fonds manquent pour de telles opérations. D'un côté, c'est étonnant, mais de l'autre, le département américain de la sécurité intérieure a déclaré avoir dépensé 7,5 millions d'euros pour boucher des tunnels entre 2007 et 2015. Une somme considérable. Sceller un tunnel du côté américain coûte environ 132 000 euros. Cependant, c'est indispensable, et des deux côtés, car parfois, le cartel réutilise des tunnels déjà découverts. Après tout, seule la partie supérieure est fermée, et il suffit au cartel de creuser un nouveau point d'entrée pour accéder au reste du passage. Un beau gain de temps et d'argent pour les criminels, car ainsi, ils utilisent des structures qui sont déjà en place. Et ils n'ont pas à creuser bien longtemps. C'est pourquoi détruire les tunnels des deux côtés est si important. Quant au tunnel trouvé en janvier 2025, les autorités américaines ont commencé à le bétonner quelques semaines après. De l'autre côté de la frontière, la garde nationale mexicaine a bloqué l'accès aux civils pendant que des équipements lourds bouchaient l'entrée du tunnel. Mais cette fois, on a utilisé du béton. Cependant, les autorités mexicaines ont rencontré des problèmes à cause du Rio Grande. Le tunnel passe en dessous et il faut donc le sceller très soigneusement pour ne pas endommager le barrage voisin. En mars, les services en charge de l'opération ont percé des trous pour couler du béton dans la partie du tunnel qui passe sous le fleuve. L'entrée du côté mexicain avait déjà été bouchée à ce moment-là, ainsi que d'autres sections clés. Est-ce que ça suffira? Eh bien, on le saura dans quelques années. Vous me devez un like. À plus.